Dans cette conversation entre Daniel Ménard, DM, et Bernard de Montréal, Boulevard M, ils discutent des différents filtres de la pensée. Ils se demandent d'où provient la pensée et comment elle affecte les individus. Ils soulignent qu'il y a des effets de filtre qui peuvent être étudiés. BDM explique que la pensée est un phénomène étrange pour ceux qui ont un contact avec le plan mental ou qui vivent la pensée sur le plan télépathique. Plus on est conscient, moins on pense, car il se crée une fusion entre le plan mental et la conscience de l'ego. Dans cet état, l'individu n'a pas autant besoin de la pensée réfléchie, mais plutôt de la fusion entre les plans subtils et les plans personnels. BDM précise qu'un individu conscient doit se retirer psychologiquement de l'expérience pour entrer dans une expérience à un niveau de fusion magnétique, où tout son être est amplifié et unifié. Il utilise ensuite l'exemple de la conduite automobile pour illustrer cette fusion, où un conducteur ressent une certitude à travers une compression magnétique dans ses centres. Cependant, BDM souligne que cette fusion n'est pas permanente, et qu'il y a une relâche lorsque l'individu quitte cet état de fusion. L'expérience est un mouvement de pensée inconclusif causé par l'insécurité et la fragmentation de la conscience. L'homme devrait être capable d'avoir une certitude permanente qui fusionne son être au niveau mental, émotionnel, vital et physique, mais les habitudes psychologiques basées sur l'ego limitent cette capacité. Une personne non insécure a une capacité de penser, mais doit vérifier la teneur de son ego pour avoir une mesure de soi-même. Il y a deux types de pensée, la pensée subjective expérimentale et la pensée constructive créative qui fait partie de l'évolution et de la fusion de l'homme. Avec le développement de la psychologie intégrale, la pensée devient moins nécessaire et est remplacée par une conscience vibratoire et une communication avec le double. Actuellement, est contraint de penser en raison de son statut psychologique, car il n'a pas d'attributs psychologiques absolus. L'être humain sur Terre n'a pas d'identité fondamentale et ne peut pas déterminer a priori la valeur ou certitude de ses expériences. Chaque expérience est vécue en fonction de sa programmation et de ses états d'âme, ce qui crée une subjective et une accumulation de pensées. Cette palette mentale de pensées crée une identité par association, où l'individu se définit en fonction de ses expériences et de son environnement. Cependant, cette identité par association empêche d'accéder à une conscience intégrale, car toutes les pensées sont conditionnées par l'expérience extérieure. Par exemple, chercher le bonheur en permanence est une perte de temps, car il est impossible d'être constamment heureux. Il est préférable d'être bien dans sa peau, car cela permet d'éviter la souffrance associée au désir d'être heureux. Cette prise de conscience nécessite une certaine maturité, car être bien dans sa peau peut sembler moins excitant que d'être heureux. Il est donc important de développer une conscience mentale plutôt qu'affective pour accéder à une véritable évolution. Dans cet échange, Bernard de Montréal explique que le problème de l'humanité est le manque d'intelligence. Il affirme que l'intelligence n'est pas simplement le fait d'avoir de bonnes études ou d'être compétent dans un domaine spécifique, mais qu'elle implique d'appliquer les lois de la vie et de descendre la lumière de l'ego dans la matière. Il critique également l'idée d'être bon de manière indiscriminée, affirmant que cela peut conduire à l'épuisement et que l'intelligence consiste à organiser sa vie de manière à ce qu'elle se développe tout en étant bienveillant. Il souligne qu'il est essentiel pour l'homme d'atteindre l'intelligence avant de s'attacher à des valeurs et des systèmes spécifiques. Lors d'une conversation, la personne demande pourquoi les plans veulent fusionner les êtres humains. Et pourquoi ils veulent changer la façon dont nous vivons. Les bienveillants de l'autre côté répondent que la fusion fait partie de l'évolution de l'humanité et que cela créera un nouveau niveau de conscience et de civilisation. Ils expliquent également que la pensée provient des plans et que l'homme ne reconnaît pas cela. L'objectif n'est pas d'être libre, mais d'être créatif. Les plans ne veulent pas que nous vivions une vie basée sur une finalité religieuse, mais plutôt sur l'évolution et l'ouverture à une conscience supérieure. Il suggère que les questions sur l'avenir et le sens de la vie sont le résultat de la pensée humaine et qu'une fois que l'on a pris conscience de la fusion avec les plans, ces questions deviennent inutiles. Par conséquent, l'être humain doit prendre conscience des lois qui découlent de cette fusion pour évoluer intelligemment. Les questions inutiles mentionnées sont celles que les gens se posent lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans leur vie et se demandent où cela les mène. Dans cette discussion, les interlocuteurs abordent la question de l'importance de prendre soin de soi et de réduire ses préoccupations afin de trouver des réponses aux questions fondamentales de la vie. Ils soulignent que trop de pensées et d'anxiété peuvent entraver cette démarche. Ils évoquent également le fait de savoir où l'on va après la mort et comment cela peut influencer notre façon de vivre. Le conférencier affirme qu'il sait où il se dirige après la mort.
S précise que cela reste un sujet personnel et que chacun doit trouver ses propres réponses. Il insiste sur le caractère universel de ces questions et affirme que tous les êtres humains se dirigent vers quelque chose après la mort. Il définit l'homme comme un être incarné dans une spécificité matérielle et souligne que chacun a sa propre façon de penser et de percevoir la fin de la vie. Dans cette conversation, Bernard vous explique que la mort n'est pas la fin ultime de la vie, mais plutôt une transition vers une autre direction. Selon lui, en changeant notre perception et notre conscience, nous pouvons évoluer vers une nouvelle direction. Il dit également que la destination finale n'a pas vraiment d'importance, car cela fait partie de la continuité de la conscience. Il mentionne les différents plans astral et éthériques, et souligne que le contact avec la source est coupé lorsque nous passons en forme astrale après la mort. Vous lui demandez où il va aller, mais il répond que cela n'est pas important, car il se prépare pour cette transition. Vous discutez ensuite du fait que la façon dont nous pensons ici est conditionnée par le plan astral, mais Bernard dit qu'il n'est pas conditionné par cela. Il explique que notre préparation et notre niveau de conscience pendant notre vie détermineront notre contact après la mort. Vous demandez alors où cette autre trajectoire mène, mais il répond que cela n'a pas d'importance, car continuer la conscience est le véritable objectif. Il rejette l'idée que cela devienne un objectif pour l'ego et souligne qu'il ne peut pas être formaté par une autre forme de pensée. Il affirme qu'il devra déconstruire ces formes de pensée à l'avenir afin de retrouver la connexion avec notre source. Dans cet extrait, Bernard de Montréal et son interlocuteur discutent de la recherche de certitude et de sécurité dans la vie. Il souligne que le besoin de l'ego de croire et de chercher constamment des réponses est une forme d'esclavage qui coupe le contact avec le plan mental et nous empêche d'atteindre notre véritable identité. Il met en avant l'importance de traiter avec nos mémoires et nos perceptions du futur afin de mettre fin à notre souffrance. Bernard de Montréal explique que la vraie certitude et la vraie identité ne sont pas basées sur l'ego individuel, mais sur une connexion avec une conscience vibratoire régie par les lois de la lumière. Ils affirment que lorsque les individus parviennent à développer leur propre certitude et leur propre identité, ils pourront se libérer des hiérarchies et des notions de maître et vivre des relations humaines basées sur l'intelligence et l'égalité. Le texte discute de la notion de fusion et de conscience vibratoire chez l'homme conscient. L'homme conscient est décrit comme étant en recherche de la vérité et détaché des identités collectives imposées par la société. Il ne marche pas dans les pas de l'humanité et n'a besoin de personne pour valider son aura. Sa certitude lui permet d'être autonome et de ne pas se rattacher à des noms ou des images. L'homme conscient est constamment en changement et en transmutation, explorant les champs de conscience subtile et la science de l'invisible. La vérité est considérée comme l'empoisonnement psychologique et psychique de l'humanité, toujours au service des empires et du pouvoir. L'individu conscient a une vision en constante évolution, se détachant du concept de vérité et explorant les formes changeantes de réalité. Dans cet extrait d'une conversation, Bernard de Montréal explique que l'homme n'a pas besoin de savoir où va la vie, car cela impliquerait de se fixer une finalité, ce qui est le problème de l'homme. Il met en garde contre le danger de chercher une finalité dans la science, car cela peut conduire à la création de croyances dangereuses. Il souligne que ce qu'il dit relève d'un principe scientifique, et non de la foi. Il explique que la pensée vient d'ailleurs, d'un autre plan de conscience, et invite les personnes à observer leurs propres pensées pour en prendre conscience. Il ajoute qu'il ne faut pas croire aveuglément, car il faut beaucoup de discernement et de lucidité pour parvenir à la compréhension. Il explique également qu'il faut se protéger du contact interne tant que l'homme est encore astral. Dans cette discussion, les intervenants évoquent le concept de croyance et son lien avec l'ignorance de l'humanité. Ils soulignent qu'il est important de ne pas croire aveuglément, mais de rester ouvert à l'expérience et à la remise en question. Ils mentionnent également que lorsqu'ils reçoivent des informations de sources supérieures, ils doivent les traiter avec pragmatisme et ne pas se laisser influencer par les émotions des autres. Enfin, ils discutent de la différence entre la communication mentale et émotionnelle, mettant en évidence l'importance de séparer leurs propres émotions de celles des autres lorsqu'ils reçoivent des messages. Dans cette conversation, Boulevard M. Bouddha 2. Maitreya explique à DM, disciple, que les émotions que nous ressentons ne sont pas causées par les autres, mais par nous-mêmes. Il souligne que si nous sommes froids dans notre mental mais émotifs dans nos relations, cela signifie qu'il y a encore du travail à faire sur nous-mêmes. Il explique que nous devons contrôler notre énergie afin de mieux gérer nos émotions dans nos relations. BDM souligne que notre difficulté à contrôler notre énergie vient de notre nature animale forte. DM constate
Que individuellement, nous pouvons mieux contrôler notre énergie, mais qu'il est plus difficile de le faire dans nos relations avec les autres. BDM affirme que cela est dû au fait que nous nous donnons de l'importance dans notre science. Il explique que lorsque nous sommes en colère, notre énergie descend et il devient difficile de se désengager de cette émotion. Cependant, suggère-t-il, une personne réellement consciente serait capable de contrôler cela rapidement. BDM souligne que la dose d'énergie que nous donnons aux autres dépend de notre maturité et de notre lucidité. Il explique que si nous ne voulons pas être manipulés, c'est à nous de contrôler notre énergie et de décider de la dose que nous donnons aux autres. Enfin, il précise que lorsque nous sommes mis en vibration pour ressentir de la colère, cela provient de notre âme et non de notre esprit et que nous devons utiliser cette énergie astrale de manière contrôlée. Dans cette discussion, Bernard de Montréal explique la différence entre la conscience mentale et émotionnelle. Il affirme que lorsqu'on contrôle notre énergie mentale, cela ne fait pas intervenir les émotions. En revanche, lorsque l'homme fait face à une baisse d'énergie, ses émotions entrent en jeu et il perd le contrôle. Il souligne que l'émotion est astrale alors que la conscience mentale permet d'avoir une compréhension et une maîtrise de ses mouvements. De plus, il mentionne que lorsque la personne est mise en vibration, elle réagit de manière immédiate et intense face à la manipulation ou la condescendance à son égard. Cependant, cela dépend de la personne et de la situation. Pour mettre fin à cette réaction, il faut que la manipulation cesse. Bernard de Montréal explique également l'importance de contrôler son énergie dans la vie quotidienne pour éviter que les situations ne se dégradent. Enfin, il donne un exemple personnel pour illustrer la nécessité de maîtriser son énergie lors d'une confrontation avec un individu irresponsable. Dans la rue. Il conclut que l'homme a du mal à contrôler son énergie car il accorde de la valeur à ses expériences.